Bismillah. Certaines victoires se payent fort cher, ainsi celle que le roi Nuada remporta sur Eotrai, dans la plaine de Makturel. Mais commençons par le début. Les enfants de la déesse Dana vivaient tout au nord du monde. Leurs îles étaient très belles, on peut trouver bien des attraits à l'éclat des glaciers et aux brumes matinales, si propices à la rêverie. Mais la vie était tout de même plutôt rude sur ces terres plates en permanence, parcourues par le vent glacé des tempêtes. Aussi, les tribus lorgnaient-elles avec envie sur les forêts profondes, les lacs poissonneux, les gras pâturages de l'Irlande, qu'on n'appelait pas sans raison l'île verte. Ils dirent à Nuada, le roi, construisons une flotte. Armons-nous de longues lances, de fortes épées, de boucliers épais. Après tout, les Firbolgs qui occupent l'Irlande n'en ont-ils pas eux-mêmes chassé le peuple de Némède? Et les Némédiens n'avaient-ils pas succédé à la race de Pertolan? Cette île appartient au plus fort, donc elle nous revient de droit, à nous qui descendons de la déesse. Nuada contempla ses troupes, comme elle avait fière allure. Voici Ogma, au beau langage, Dagda, dont la massue a le pouvoir de ressusciter ceux qu'elle a assommés, Diinsect, le guérisseur aux multiples remèdes. Ses trois frères, Gobniu, le forgeron, Cridné, le bronzier, et Lucta, le charpentier, à eux trois, ils fabriquent toutes les armes des tribus de Dana. Le très savant Senka et son disciple le druide Fingol, Brézal, qui n'a jamais connu la défaite, Tuirine et ses fils, on les appelle les quatre murs de la cité, car l'ennemi n'approche pas les remparts qu'ils défendent. Gamal, le portier, nul ne peut franchir le seuil qu'il garde, et tous les autres, qui valent chacun son guerrier ordinaire. Ils ont en commun la beauté, la force et le courage, et chacun d'eux possède un talent particulier qui le rend irremplaçable. Certes, dit Nuada, je ne crains pas d'affronter les Firbolgs, mais il ne faudrait pas qu'ils s'allient aux Fomoeres. En entendant ce mot, les Danéens exprimèrent par une grimace le dégoût que leur inspiraient ces monstres, apparus au temps où toutes les terres n'étaient pas encore émergées. Ces créatures inachevées et brutales s'embusquaient dans les cavités des récifs, et courant à la crête des vagues, elles semaient la terreur en détruisant les navires pour se repaître des marins tombés à l'eau. « Qu'ils y viennent !» s'écria Dagda en agitant sa terrible massue. Mais Senka le druide intervint. Nuada a raison, il ne suffit pas de construire une flotte, encore faut-il la mener au but. Les Fomoeres s'y entendent pour disperser les escadres et éventer les coques. Recherchons leur aide avant que les Firbolgs ne les soudoient par de l'or et des cadeaux. Quoi de mieux pour sceller un tel traité qu'un bon mariage? Parmi ses quatre fils, Diinsect, le médecin en avait un, Sian, en âge de se marier. On conclut son union avec Eitne, la fille du roi Fomoere Balor. Les invités de cette noce formaient à vrai dire une bien curieuse assemblée. D'un côté, les descendants de la déesse Dana, qui avaient hérité de leurs ancêtres la beauté et le talent. De l'autre, les Fomoeres, qui présentaient un aspect souvent monstrueux. Les plus vieux, gigantesques et difformes, ne possédaient qu'un seul bras ou une seule jambe. Le roi lui-même, le père de la mariée, n'avait qu'un œil planté au milieu du front. Mais quel œil! 3 hommes devaient conjuguer leurs efforts pour soulever sa paupière. Et alors, malheur à qui croisait le regard de Balor. L'infortuné mourait sur le champ, foudroyé par l'éclat de sa prunelle. Heureusement, pour Sian, la mariée offrait des traits agréables et un corps harmonieux. Les noces durèrent 3 jours, au terme desquels Eitne prit congé de son père pour suivre son époux dans les îles du Nord. S'étant ainsi assurés de la neutralité des Fomoeres, les tribus de Dana se préparèrent pour l'invasion. Les hommes consacrèrent 9 années à construire la flotte la plus immense que les vagues eussent portée. Ils y entassèrent tous leurs biens, et pour bien marquer qu'ils abandonnaient à jamais leur terre du Nord, ils brûlèrent toutes leurs maisons avant de prendre la mer. Poussés par de bons vents, les navires ne tardèrent pas à toucher la côte de l'Irlande. Sitôt débarqué, Nuada envoya 3 druides auprès d'Eoctraï, le roi de Firbolg. « Ton île est prospère, dirent les messagers. Partage-la avec les enfants de Dana, et il ne te sera porté aucun tort. »
et Octraille sursauta. Mais comme un roi se doit de garder un visage impassible en toutes circonstances, il s'efforça de demeurer courtois pour répondre que les Daniens exagéraient un brin et que les Firbolg sauraient bien leur montrer de quel bois on se chauffe en Irlande s'ils venaient leur chatouiller des moustaches. Les ambassadeurs rapportèrent ces propos à Nuada, qui, à vrai dire, ne s'en montra pas surpris. Par générosité, ainsi qu'il sied à un roi, j'ai offert à Eoctraille une chance d'échapper au désastre, dit-il. Mais puisqu'il refuse mon offre magnanime de garder la moitié de son territoire, nous prendrons tout. Les 2 années se rencontrèrent dans la plaine de Mag. Turde. Nuada rangea ses troupes en ordre de bataille devant les plus jeunes et derrière chacun d'eux un vétéran. Ainsi la fougue et l'expérience s'appuieraient-elles l'une sur l'autre. Les bardes des 2 camps s'avancèrent pour se moquer de l'ennemi, puis ils rivalisèrent d'incantations magiques pour l'affaiblir. Au signal des druides, les trompes de guerre lancèrent l'assaut. Alors, selon une tactique simple mais qui avait fait ses preuves, les 2 rangs de guerriers se précipitèrent l'un sur l'autre en hurlant. Les lances se dressaient si nombreuses qu'on croyait voir 2 forêts soudain mises en marche. De la mêlée s'éleva l'atroce vacarme des armes entrechoquées, des cris d'agonie et de la plainte des blessés. Le premier jour, les Firbolg, qui connaissaient le terrain, prirent l'avantage, pas assez cependant pour repousser les envahisseurs. Au soir, chaque camp ramassa ses blessés. Or, les Firbolg possédaient une fontaine merveilleuse. Les moribonds qu'on y plongeait en ressortaient indemnes. Et Octraille savourait à l'avance les déconvenues de ses adversaires quand le lendemain, il alignerait une armée reconstituée. Mais les Danéens lui préparaient eux aussi une surprise. Ne comptaient-ils pas dans leur rang le plus habile des médecins? En moins d'une nuit, Dianect remit sur pied tous les éclopés, et aussi les morts pourvu qu'ils eussent conservé leur tête. Si bien qu'au matin du 2e jour, tout restait à accomplir. La bataille fit rage jusqu'au soir, sans que ni l'une ni l'autre des 2 armées ne l'emportât. Le 3e jour, enfin les guerriers de Dana mirent les Firbolg en fuite. Mais trop épuisés eux-mêmes, ils n'eurent pas la force de les poursuivre pour assurer leur victoire. Et bien entendu, les Firbolg profitèrent de ce répit pour reconstituer leurs forces grâce à la fontaine magique. Nuada était d'humeur sombre, habitué à de promptes victoires. Il se demandait comment venir à bout de l'incroyable résistance des Firbolg. Soudain, bien que le rideau de sa tente n'eût pas été soulevé, il devina une présence à son côté. Il se leva d'un bond, la main sur la poignée de son glaive. Devant lui s'adressait une femme d'une sévère beauté, Morrigan, la déesse guerrière. « Ne crains rien de moi, lui dit-elle, je ne te veux pas de mal, au contraire. » Quand elle posa sur lui ses immenses yeux noirs, Nuada éprouva une étrange ivresse. Il n'ignorait pas ce qui se murmurait. L'amour de Morrigan se paie toujours au prix du sang. Mais devant l'intensité de ses regards, Nuada mesura à quel point il était impossible à un guerrier de lui résister. « Eh bien, souffla-t-il, viens-tu m'annoncer la victoire ou la défaite ? » Cela dépend de toi. Tout le jour, sous la forme d'une corneille, j'ai survolé le champ de bataille. De là-haut, j'ai pu observer la tactique de l'ennemi. Accorde-moi cette nuit l'hospitalité de ta couche, et je te révélerai comment la déjouer. Comment refuser une telle proposition? N'était-il pas de son devoir de roi d'assurer la victoire de ses troupes? Quant aux toutes premières lueurs du jour, Nuada s'éveilla. Sa visiteuse nocturne était plus près de lui. Cependant, en franchissant le seuil de sa tente, elle aperçut au sommet d'un poteau une corneille qui lissait les plumes de ses ailes. La déesse se préparait à lui indiquer le chemin, ainsi qu'elle l'avait promis. Alors il sentit monter en lui un élan sauvage qui faisait bouillir son sang et troubler sa raison. Submergé par la folie guerrière que l'amour de Morrigan lui inspirait, il oublia qu'un roi, s'il préside au combat, ne doit jamais se jeter en personne dans la mêlée. Contrairement à tous les usages, il sauta sur son char et dirigea lui-même l'assaut. Ce fut un effroyable carnage. La folie furieuse de Nuada gagnait de proche en proche toute son armée. Les Firbolg, conscients de mener le combat décisif, résistaient avec l'énergie du désespoir. Morrigan, comblé, s'enivrait de l'odeur du sang qui s'élevait du champ de bataille. Soudain, Nuada, emporté par son ardeur derrière les lignes de l'ennemi, se retrouva face à Eoctraille. Levant à 2 mains sa lourde épée de fer, il se défia en combat singulier.
Tu ne peux accepter, s'interposa Sereng, un des lieutenants d'Eoctraï. N'oublie pas que tu es le roi, s'il t'arrivait malheur. Et Octraï, l'écarçant, le laissait achever. Je suis ton homme, cria-t-il à l'intention de Nuada. Finissons-en. Il ne manquait ni de vaillance ni d'habileté, mais pouvait-il résister à l'exaltation de son adversaire? Enflammé par les croassements de Morrigan, bientôt il s'effondra mortellement atteint. Avec un cri de rage, Sereng ramassa son épée et, frappant Nuada par surprise, il lui trancha le bras avant de donner au Firbolg le signal de la retraite. Ainsi, quand le soleil, lassé d'éclairer le massacre, se réfugiait sous l'horizon, l'Irlande appartenait au peuple de Dana, mais la blessure de Nuada eut de graves conséquences. Certes, Dianect remplaça aussitôt le membre perdu par une prothèse d'argent, mais Nuada n'en restait pas moins estropié. Or, de la santé du roi dépend celle du royaume. L'infirmité de Nuada annonçait les plus grands malheurs pour son domaine. Afin d'éviter une telle catastrophe, Nuada dut céder son trône, appelé à désigner un nouveau roi. Le peuple de Dana élut Bress. Il était le fils d'une princesse danéenne, Eriu, et d'un prince Fomoere et Lata. On le choisit pour sa grande beauté, mais aussi parce qu'on espérait se ménager ainsi la bienveillance des Fomoeres, dont on continuait à se méfier. Hélas, si Bress avait été élevé près de sa mère parmi les Danéens, il avait hérité des mauvais penchants de son Fomoere de père. Oubliant qu'un roi doit donner avant de prendre, il écrasa bientôt son peuple d'impôts. Bien sûr, il prétendait agir pour le bien commun. De quoi vous plaignez-vous, ricanait-il, en taxant chacune des cheminées qui fument sous le ciel d'Irlande. Je montre combien je me soucie de préserver l'air si pur de notre belle île. Ce genre de sarcasme exaspérait les Danéens. Comme les chefs de clan l'invitaient à la modération, il les humilia en les soumettant à des travaux serviles. Ogma, le très spirituel orateur, dut courber le dos sous le poids des fagots. Et Dagda, Cyril à la harpe, se déformait les doigts à creuser des fossés pour améliorer les fortifications de la cité. Chacun eut son lot de corvées et dut payer un tribut de plus en plus lourd. La colère des Danéens était d'autant plus amère que dans le même temps, Bress couvrait de cadeaux les Fomoeres de son clan. Si au moins le roi avait apporté la prospérité au pays. Mais comme il se montrait d'une avarice plus âpre de jour en jour, la terre du royaume, suivant son exemple, cessa de donner d'abondantes moissons. Voilà pourquoi les années du règne de Bress furent appelées les 7 années funestes dans les anciennes chroniques de l'Irlande. Et voici comment elles prirent fin. Miak, le fils aîné de Dianect, était à son tour devenu un très habile médecin. Un jour, il trouva le moyen de remplacer le membre d'argent de Nuada par un vrai bras, pétri avec de la chair et des os. Ayant retrouvé un corps intact, Nuada pouvait de nouveau régner. Quelle ne fut pas la surprise de Bress quand il se présenta devant lui, l'épée à la main. Sans demander son reste, le tyran décampassé sous les huées des enfants de Dana. L'île retrouva en Nuada un roi plein de sagesse et la prospérité revint. Plein de sagesse, oh bien sûr, il savait à présent qu'il devait se méfier de ses élans. Pourtant, à chaque fois qu'il apercevait une corneille dans le ciel, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un petit pincement au cœur et de pousser un soupir de regret.